Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler d'abord des précommandes, c'est surtout du AOS mais il y a de très très belles figurines là-dedans. On va aussi parler du tournoi 2v2 que j'ai fait ce week-end qui était vraiment excellent, je vous débrieferai sur les parties qu'on a faites et le résultat qu'on a eu aussi à la fin. Et puis ensuite on parlera vite fait des dernières sorties de Games Workshop, des trucs qui ont l'air vraiment très forts et des trucs qui ont l'air juste cool et bien amenés, et on terminera évidemment avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des précommandes, on va passer un petit peu plus vite que d'habitude, parce que c'est pas du 40 000, et le focus majeur de cette chaîne, c'est 40 000, mais on a quand même de belles choses. On a les Osiark, c'est une gamme qui existe depuis un bout de temps à AOS, mais qui était quand même très réduite, hein. On était à peu près sur le même nombre d'unités que ce qu'on a chez juste les Oruk, hein. Si on compte pas les Cruel Boys, qu'on compte que les Mâche-Fer, on a très peu d'unités dans ce tome de bataille, et en Osiark, ils étaient pas très bien servis non plus, et là, il y a quand même beaucoup de nouvelles choses. Vous avez un magnifique seigneur sur chariot que je trouve vraiment, vraiment très beau. Moi, j'ai toujours été fan, que ça soit à l'époque de Warhammer Fantasy, Old World maintenant ou AOS, des chariots de guerre. Je trouve que c'est génial, c'est une machine de l'Antiquité, ou en tout cas des premières guerres de l'homme qui sont juste impressionnantes, en fait, tout simplement, des espèces de trucs atroces, et j'adore. Et donc, avoir une variante en Osiark, toujours avec ce style très... c'est fabriqué à partir d'ossements modelés pour faire une construction particulière. Je trouve que ça rend super bien, les chevaux sont massifs, le char a l'air menaçant, et vous avez en plus deux variantes, une avec un seigneur qui va donc être un personnage, et une qui est plus une unité plus classique, avec deux guerriers dessus. Vraiment magnifique figurine, c'est super ce qu'ils ont fait. On a aussi un nouveau capitaine ou seigneur meneur à pied, avec plein d'options d'assemblage. Là c'est pareil, je le trouve très beau, et je me dis que si vous jouez Necron, il y a un monde dans lequel peindre ces ossements couleur métallique, et il y a un truc à faire, je pense, surtout avec cette tête-là qui fait extrêmement Nécron, mais peindre les ossements couleur métal, il y a peut-être un moyen, là même cette arme en fait, il y a un truc qui ferait très Nécron pour faire un bel Overlord, un truc sympa en termes de conversion, je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. On a ensuite une espèce de bande d'archers, hein. Les Osiark de mémoire, ils n'avaient pas du tout d'infanterie de tir. Donc là, vous avez un gros pack d'archers avec des jolis petits braseros en plus pour enflammer leurs flèches avec des espèces d'énergie maléfiques. Les figurines sont très cool. Alors, personnellement, moi, je joue les Zédonites de Slanesh, donc j'ai des archers qui sont incroyablement fins, mais ultra dynamiques, hein. Ils ont des poses où ils sont en train de courir, de sauter depuis un rocher, à tirer, etc. Là, évidemment, on est sur des espèces de constructions squelettiques, donc c'est beaucoup moins dynamique. Mais les figurines ont l'air très cool. Là encore, niveau de détail plus, hein, si vous zoomez un peu dans les figues, je pense que ça se voit. Il y a quand même beaucoup de choses, un peu de tissu, un peu d'armure, un peu d'os, des espèces de boucles, des gemmes, l'arc lui-même, les flèches. C'est le genre d'unité qui, si vous voulez vraiment passer votre temps dessus, va vous prendre super longtemps à peindre, mais elles sont très belles. Vous avez ces espèces d'assassins là, les Mortis Reapers, qui sont pareils, magnifiques. Si Games Workshop n'avait pas sorti de Mandragore Drukhari qui sont merveilleuses, je pense que j'aurais pris cela pour faire des Mandragores, parce qu'on a un look très démoniaque. Le style match pas tout à fait avec du Drukhari, mais voilà, avec des espèces de faux et tout, c'est magnifique. Je trouve vraiment ces figurines d'assassins splendides, très 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 classe. On a aussi le Soul Reaper, qui est une espèce de mage, finalement, ou de prêtre, non, c'est plutôt un mage, et aussi guerrier, apparemment, avec son énorme faux. Là encore, la figurine est juste dingue. Là encore, si vous jouez Necron, vous pouvez très bien imaginer que vous avez une espèce de cryptech qui est fan du Nightbringer, et qui invoque des énergies maléfiques, ou qui a une espèce d'écharde de Cthulhu intégrée dans sa faux. Bref, je pense que là encore, ça ferait une très belle figue pour des Necrons, si vous aimez le style. Je pense que ça irait super bien à 40 000. Vous avez une nouvelle Spearhead avec plutôt de la cavalerie, pourquoi pas. Bon, ça c'est des unités qui de mémoire existaient déjà, il n'y a pas de nouvelle figue dedans, ce qui est pas plus mal parce que ça veut dire que vous n'êtes pas verrouillé au fait d'acheter une boîte pour avoir une des nouvelles figurines, donc c'est plutôt sympa. Et vous avez un régiment de renom nouveau, là encore c'est pareil, c'est des figurines qui de mémoire existaient déjà, il me semble que même le petit prêtre ici existait déjà avant. C'est des super figues, j'adore leur design, c'est quasi tyrannide presque je trouve, c'est guerrier avec deux bras sur la même arme, deux bras dans le bouclier, il y a un truc presque guerrier tyrannide que j'aime beaucoup dans le look. Bon voilà, les Osiark c'est une armée que j'ai failli faire à AOS et puis finalement je me suis ravisé parce que je me suis dit que peindre de l'os et du mort-vivant ça me ferait moins marrer que de peindre du Slanesh avec des détails partout, mais les figurines sont vraiment superbes.
On a aussi des précommandes pour des terrains d'Age of Sigmar qui sont plutôt sympas. Moi, je me tâte personnellement parce que bah, ma collection de terrains elle est plutôt axée 40 000. À Age of Sigmar, j'ai quelques petites pièces décoratives, quelques trucs imprimés en 3D, mais là, on a des pièces qui sont quand même vachement plus détaillées que ce que je peux avoir moi en impression filament, qui est quand même un peu plus grossière. Et c'est vrai que l'espèce de, je crois que c'est un Aqua Gyranis, il me semble, très beau avec cette espèce d'escalier là, c'est superbe. Vous avez cette espèce de temple aussi qui marche très bien, des bâtiments en cours de construction qui je pense du coup se mêlent très bien avec celle que j'ai eue au tout début de l'édition dans la boîte de Spearhead où il y avait des ruines qui étaient plus profanées par les Skaven. Bah, du coup c'est exactement le même style architectural mais sans la profanation, c'est en cours de construction. C'est chouette, ça habille les tables, les statues, c'est sympa aussi, enfin voilà, il y a plein de trucs cool je pense qui peuvent être très sympas et ça c'est des pièces qui marcheraient même pour faire du petit terrain amovible à Warhammer 40 000, donc plein de trucs cool là pour animer un peu les tables. AOS, il n'y a pas beaucoup de décors sur la table, mais du coup, chaque décor a intérêt à être quand même vraiment plutôt joli, plutôt sympa. Moi, j'essaie d'égayer les tables avec des routes pavées, en fait, qui ont été imprimées en 3D, pareil, par un pote, qui ça permet de placer quelques éléments sur la table qui ne sont pas des terrains, mais qui habillent un peu visuellement. Mais c'est vrai que quand on peut poser ce genre de truc, ou ce genre de truc sur la table, c'est quand même plus sympa visuellement que juste une espèce de petit temple un peu basique ou une petite impression 3D un peu moins détaillée. Évidemment, par contre, la peinture de ça, je pense que ça prend un peu de temps. Toujours sur les Ossiarques, on a une petite bande plutôt pour Underworlds. Vous avez deux de ces assassins, un merveilleux porteur de tombe ou de sarcophage avec ses deux têtes de chaque côté que je trouve dingo. Enfin, vous en avez deux comme ça, et puis une espèce de petit sorcier encore. Bref, très beau. J'adore les Ossiarques, c'est très très classe. Et si un jour je m'investis un peu plus dans AOS, peut-être dans une future version qui me plaît plus au niveau de ses règles, pourquoi pas me lancer dans une autre armée à ce moment-là, qui serait peut-être des Ossiarques parce que je trouve que les figurines sont dingues. En attendant, si vous jouez qu'à 40 000, pourquoi pas utiliser certaines pour faire des conversions de Necron, parce que vous pourriez vous faire une espèce de dynastie un petit peu plus bizarre, où la biotransférence a décidé, ou en tout cas eux ils ont décidé d'essayer de garder un look presque plus organique, plus vivant dans le design de leur carapace métallique. Ça peut être marrant aussi en termes de look sur table, et je pense que ça se marie très bien. On va maintenant parler du tournoi 2v2 que j'ai fait ce week-end. Donc c'était un tournoi, je vous en avais parlé rapidement dans, je crois, dans 2 récaps de la semaine différents. À Brest, vous avez peut-être vu les 2 mini-posts que j'ai fait pendant le tournoi. J'ai pas pris beaucoup de photos parce qu'on était quand même assez concentré sur le jeu. Le niveau de jeu était bon, vraiment. On a des parties où on a vraiment transpiré. Donc moi je jouais avec Nico, l'autre Nico que vous voyez dans les rapports de bataille ou dans les analyses de codex. Lui jouait 1000 points de taux. Il avait 2 Ghost Skill, un Skyray, 2 petites équipes de Firesight pour cibler, Shadow Sun, un Krutox et un pack de Broadside pour aller avec. Et moi je jouais Drukhari en Spectacle of Spite, donc le détachement Witch. Donc j'avais 3 packs de Dicerast, une Succube, l'Elite Esperax, 2 Venom, 2 packs de 5 Hélions, 5 Mandragore, 2 packs de Moto et un Chronos de mémoire, je crois que ça fait les 1000 points. L'idée étant évidemment que Nico puisse prendre les lignes de vue à distance avec ses taux tout ciblés et tirer sur les gros trucs, et moi que je serve de menace pour faire des interventions héroïques avec mes witch et taper en premier du coup soit avec l'élite soit avec la succube qui avait l'amélioration pour taper en premier, ou alors juste me mettre en avant sur la table mais bien caché, et quand l'adversaire s'approche j'ai un stratagème pour 2 PC pour le charger à la fin de sa phase de mouvement. Je peux déclarer une charge et du coup il se retrouve coincé au corps à corps, etc. C'était une liste qui a plutôt bien marché, mais on a eu quand même des match-ups assez défavorables, enfin on en avait en tout cas, notamment tout ce qui était chevalier du chaos et des armées qui pouvaient agresser très vite et tanker le dégât que peut faire une escouade de Witch ou une escouade de Hélion. Typiquement des Space Marines type Blood Angel, c'était un peu dur. Du coup, notre première partie du samedi matin, on a affronté une armée Death Guard alliée à des Votann. Alors c'était des gens qui ont pas beaucoup pratiqué le jeu, qui avaient pas joué beaucoup, ils étaient là pour leur premier tournoi, donc on les a battus 20-0. Maintenant, au cours de la partie, on leur a aussi montré des choses, on leur a dit allez plutôt par ici ou pas par là, parce que là vous allez vraiment vous prendre des trucs dans la tronche. On a corrigé un peu leurs interprétations des règles, qui des fois étaient pas les bonnes, mais c'est des gens qui n'avaient pas joué depuis longtemps, ou dont c'était parmi les premières parties, donc c'est normal. On espère qu'on n'a pas été trop violent sur la table, mais bon voilà, forcément, quand on a des gens qui pratiquent toutes les semaines et des gens qui jouent très peu, on n'a pas le même niveau. Maintenant j'ai l'impression qu'ils ont quand même passé un bon tournoi. S'ils se reconnaissent et qu'ils regardent cette chaîne, ils pourront nous dire en commentaire si ça a été, ou si on a été odieux avec eux. On a essayé en tout cas d'être pédagogique et de pas être juste vilain.
Notre deuxième partie du samedi après-midi, on l'a faite contre une liste des démons de Zinj, donc il y avait 2 ducs du changement, des screamers et des horreurs roses de mémoire. Et de l'autre côté, en allié, ils avaient des sœurs de bataille, donc une alliance complètement, complètement impie. Et là, on a un peu transpiré quand même, parce que les ducs du changement, ça tire vraiment très très fort. Le volume de tir en touche soutenue D3, dégâts 3, ça fait des trous dans les lignes. Dès le tour 1, en fait, ils ont réussi à aller prendre une ligne de vue avec un duc du changement sur le pack de Broadside. Ils ont réussi à en tuer 2, ce qui fait que notre létalité contre les grosses pièces comme ça a été super réduite. Donc moi j'ai réussi à plus ou moins gérer Célestine, les sœurs de bataille, en envoyant mes witch, mes lions, etc. pour les empêcher de marquer des points, tout simplement. J'ai pas arrêté de balancer des petites unités de 5 bonhommes sur les points pour les empêcher de scorer, pendant que Nico Luexeto faisait ce qu'il pouvait pour tuer les ducs du changement et les trucs qui tankaient un peu. Ça a été très rude, on a quand même réussi à finir la partie en gagnant 13-7, mais ils nous ont bien fait transpirer jusqu'à la fin de la partie. Vraiment, on était à ça, vraiment compliqué, une partie difficile pour le coup, et super intéressante, parce que voilà, il y avait du répondant, il y a eu des craquages de jet de dés absolument odieux. Là, il y en a un que j'ai fait que vous voyez, c'était censé être une touche à 3+, je crois qu'il y a 6 dés, il n'y en a pas un seul qui a fait un 3. Globalement, sur tout le tournoi, mes jets de dés ont été odieux, tant que je jouais avec mes dés Drukhari chez Games Workshop. Quand je suis passé sur les petits dés verts de Nico, que vous voyez dans les rapports de bataille, par contre, j'ai eu des stats normales, mais c'est vrai qu'en début de tournoi, c'était absolument désastreux. C'est pour ça que j'ai joué qu'un gameplay de je t'empêche de marquer en mettant 10 dossés, puis 10 dossés, puis 10 dossés sur un objectif. Mais c'était des parties marrantes et intéressantes. Du coup, on finit la première journée avec 2 victoires, donc plutôt bien, et on avance sur le dimanche matin, où là on est tombé sur un match-up qui, nous, pour le coup, était ultra difficile, puisqu'on avait des chevaliers du chaos, avec de mémoire 4 dogs et un Atrapos, et ils étaient alliés à des Blood Angels avec un pack de 10 réacteurs dorsaux Death Company avec le Martes. On avait un Predator full canon laser, on avait un Impulsor pour transporter des trucs aussi, on avait un capitaine super énervé avec ses intercesseurs d'assaut. Bon, il y avait vraiment des trucs un peu solides et un peu compliqués à zigouiller, et là effectivement ils ont très bien joué, hein. C'est des gens qui, c'est d'ailleurs cette équipe-là qui a remporté le tournoi, hein. C'est eux qui sont arrivés premiers, ils ont été invaincus sur tout le tournoi parce qu'ils jouent vraiment très bien, et donc ils nous ont agressés dès le premier tour, et on a eu du mal à se dépatouiller de l'Atrapos et de ses 28 PV, même avec les Broadside, etc. Et en fait la partie, je pense, se joue sur un truc qui était que j'avais positionné mes Hélions derrière une ruine pour encaisser le pack de Le Martes et de sa compagnie de la mort, en me disant s'il s'approche, je le charge dans son propre tour. Du coup c'est moi qui tape en premier puisqu'on est dans son tour et que lui n'a pas chargé, donc il n'a pas combat en premier. Je me suis dit que j'allais le dépecer, ou en tout cas réduire suffisamment la violence de ce pack pour que derrière, s'il arrive à passer et engager autre chose, il soit pas impactant. Le problème, c'est que je ne savais pas, j'avais pas pensé à demander ni à vérifier le fait que ce pack avait des énormes pistolets. Il y avait des pistolets infernaux, des pistolets plasma, des pistolets absolver, et en fait, du coup, dans sa phase de tir, j'étais cliqué au corps à corps avec lui, il m'a juste défoncé mes Hélions en leur tirant dedans avec des pistolets, il les a tous tués, et du coup, il a pu charger derrière les Broadside, le Skyrest, qui nous a mis un peu dans la sauce derrière, et je pense nous coûte la partie, puisque ça nous fait sacrifier trop de ressources pour se dépatouiller de ce truc, pendant que eux peuvent continuer à scorer sur le milieu de table. Si j'avais mieux compris, mieux écouté la liste, j'aurais su qu'il y avait les pistolets. Dans ce cas-là, j'aurais réceptionné de la charge, j'aurais fait un combat en mourant, ce qui fait que je serais peut-être mort, mais il aurait perdu énormément de choses avec. Bon, ils nous ont proposé de revenir en arrière, mais comme on avait déjà jeté les dés, etc., c'était très fair-play, il n'y a pas eu de gotcha du tout, mais comme ils nous ont proposé de revenir en arrière, on avait déjà jeté les dés, on avait déjà avancé sur la table, on était ric-rac niveau temps, donc on a dit non, tant pis, on a fait l'erreur, on aurait dû mieux écouter, mieux demander avant de faire nos actions, c'est de notre faute, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, on perd cette partie 9 points à 11, ce sera notre seule défaite du week-end, puisqu'on termine sur la dernière partie où on a affronté exactement le même match-up, c'est-à-dire Chevalier du Chaos et Blood Angels, mais des listes complètement différentes. En Chevalier du Chaos, là, ils étaient dans le détachement des dogs, donc c'était 7 petits dogs sur la table, et des Blood Angels, où on avait un capitaine avec 3 gardes sanguiniennes, Dante avec 3 gardes sanguiniens, un chapelain avec des Terminators de la Compagnie de la Mort, ou des Terminators d'assaut, pas de la Compagnie de la Mort, avec des griffes, avec le marteau et le bouclier, donc assez solide, dur à sortir pour nous, et puis des petits intercesseurs pour tourner l'objectif, un petit pack d'intercesseurs d'assaut, et le fameux combi lieutenant. Et
on a réussi à remporter la partie 20-0, juste parce qu'effectivement nos adversaires nous ont permis de tuer les petits chevaliers du chaos au fur et à mesure. Moi j'avais tout ce qu'il fallait pour gérer le Blood Angel, puisque pouvoir le charger dans son propre tour avec des packs qui combattent en premier et autres, ou réceptionner l'attaque et avoir combat en premier, bah moi ça me permettait globalement de zigouiller la majeure partie de chacun de ces packs, à part les Terminators qui ont nécessité énormément d'investissement pour réussir à les tuer, l'Elite Esperax, C5 Witch, un Chronos, et je crois que j'avais dû mettre aussi des tirs dessus, où Nico avait mis des tirs de ces taux avec. On a quand même une percée de Dante et de ses amis qui massacrent 2 broadside ennemis au corps à corps avant que l'élite, son pack, et la succube et son pack arrivent à le charger et à éliminer tout ça. Donc il y avait quand même une belle projection. Mais ils nous ont envoyé les ressources un petit peu trop une par une, ce qui fait que si nous avions rushé, on aurait probablement rien pu faire. Mais comme on a reçu les petits chevaliers tour par tour, bah en fait on a réussi à en tuer 2 ou 3 par tour. Et donc ça allait relativement vite sur la fin de partie. Donc on gagne 20-0. Tous les scores combinés font qu'on arrive 4ème du tournoi, donc on n'est pas sur le podium, mais quand même, bah, pas si mal. Je suis quand même reparti avec un petit seigneur cacophoniste Emperor Children en cadeau, ce qui est quand même très très cool. Et puis au global, l'événement était juste au top, hein, comme d'hab, ceux qui sont organisés au patronage laïque là à Brest, hein, c'est la salle où on joue. Bah, on a un traiteur qui est vraiment bien, hein, l'assaut utilise la grande majorité des revenus pour payer un traiteur qui est cool, c'est local, c'est bio, c'est très bon. Il y a café, il y a viennoiserie, l'ambiance est bonne, le niveau de jeu était vraiment bon, vraiment difficile, hein, les gens étaient venus préparés, mais c'était vraiment trop cool, trop fun. Par contre, épuisant, hein, si vous avez déjà joué 4 parties ou 5 parties de Warhammer dans un week-end, vous savez que c'est crevant. Donc là, la semaine va être un petit peu plus douce, mais voilà, c'était un super événement, et bah, on en refera d'autres probablement, enfin l'association à Brest en refera d'autres, donc si vous êtes intéressé pour participer, je vous en parlerai au moment où ils seront organisés, et moi il est fort probable que j'y joue encore dedans. On va parler maintenant rapidement des dernières sorties pour 40 000, parce que, mine de rien, la semaine dernière, ça a quand même bien envoyé, hein, entre les détachements Red Corsair, les détachements Corsair, Eldar classique, etc. Si vous n'étiez pas assez intéressé pour regarder les vidéos dédiées là-dessus, mais que vous voulez avoir juste mon avis condensé, eh bien, le voilà. Les Space Marines du Chaos, je pense que c'est pété. Je pense que le détachement Renegade Warband est vraiment trop fort. J'ai regardé un peu les avis d'autres gens sur internet, ça a l'air d'être assez partagé. Après, c'est en tout cas à minima, si vous voulez jouer en compétitif, le détachement le plus fort de tout le codex Space Marine du Chaos, parce que concrètement vous avez des fiches d'unité qui sont faites pour avoir touche fatale ou touche soutenue avec les Dark Pact, et qui sont costées dans l'idée qu'elles vont se prendre des blessures mortelles liées à ça de temps en temps. Là vous n'avez plus ça. À la place, vous avez les mêmes règles que les Space Marines du Chaos en Gladius. C'est-à-dire que vous avez assaut tout le temps, ce qui est mieux qu'en Gladius. Vous avez la capacité d'avoir les meilleurs bénéfices des doctrines, c'est-à-dire repli tir et charge ou avancée charge. Vous avez tout le temps l'avancée tir. Et en plus, vous avez le serment de l'instant. Et pour un PC, votre serment de l'instant, il fait aussi plus 1 pour blesser. Et en plus, vous pouvez re-avoir vos touches soutenues, vos touches fatales. Pour un PC, le détachement est vraiment ultra fort. Il y a des oublis, par contre, là-dedans, parce que comme il vous enlève la règle d'armée des pactes sombres, eh bien, il y a certaines unités qui avaient des bonus quand elles effectuaient un pacte sombre, comme les Terminators, de mémoire Abaddon aussi, et peut-être les possédés ou les cultistes maudits, je sais plus, et quand ils faisaient des pactes sombres, ils avaient certains bonus. Bah là, vous pouvez plus faire de pacte sombre, donc vous perdez ces bonus sur ces unités, qui du coup sont peut-être moins intéressantes à jouer. Au global, c'est un détachement qui, à mon avis, va taper ultra fort en compétitif. Il va être vraiment violent. L'autre, celui de Huron, il est aussi très intéressant, hein, puisque vous avez 2 bons bonus. Vous avez un +1 pour toucher, donc vous avez des Space Marines du Chaos qui vont toucher à 2+, ce qui est vraiment extrêmement fort pour les profils qu'ils ont. Et en plus, si Huron voit votre unité, elle peut se replier, tirer et charger, ce qui est extrêmement fort si vous voulez faire une armée de corps à corps notamment, ou une armée de tir qui est capable d'encaisser des attaques, mais il y en a un petit peu moins. Et les stratagèmes sont plutôt bons. Donc en Space Marine du Chaos, pour moi, on est sur un truc qui est trop fort, trop au-dessus. Les unités elles-mêmes, Huron, les maîtres du Maelstrom, les Red Corsair, Pillard, le capitaine de pillage, etc. Eux, ça va, je trouve que les coups en points sont très honnêtes, je trouve que les profils sont intéressants, c'est pas pété. Par contre, les détachements me paraissent un petit peu, en tout cas le détachement Renegade Warband me paraît un petit peu trop fort. Quant au détachement Corsair Eldar, on a eu le débat dans mon groupe de jeu, le détachement Eldritch Raiders. Certains pensaient que c'était vraiment trop pété, et puis certains joueurs Eldar et moi-même pensons que c'est fort, mais que c'est pas vraiment, que ça va pas être odieux. En gros, le détachement, il vous donne avancée charge sur
toute l'armée Eldar, pas que sur les corsaires, donc vous avez un avatar qui avance ses charges, vous avez des scorpions qui avancent ses charges, mais au final, en fait, les unités qui ont besoin d'avancer charge et qui tapent vraiment fort, c'est les Banshees, et elles ont déjà l'avancée charge. Donc, donner l'avancée charge aux scorpions, c'est bien, donner l'avancée charge à l'avatar, c'est bien, donner l'avancée charge à Iriel et éventuellement des corsaires, c'est pas mal aussi, mais finalement, ça transforme pas ça. Si vous aviez un détachement qui donnait ça aux Custodes, par exemple, là, ça serait odieux, parce que ces unités, une fois qu'elles sont au corps à corps, elles vous défoncent, et en plus, elles ne meurent pas. Donc voilà, mais par contre sur des Eldar qui certes vont venir vous impacter, mais vous pouvez contrer ça avec des cordons, avec une intervention héroïque, avec un tir en état d'alerte, puisque s'il fait avancer et charge toute son armée, il peut pas protéger toutes ses unités du tir en état d'alerte. Moi je trouve que c'est pas si odieux que ça. Maintenant on a quand même des améliorations qui vont chercher loin, hein. Vous avez lance sur toutes les armes de mêlée d'une unité corsaire, donc vous avez une unité corsaire qui a des armes énergétiques force 4, donc avec lance vous avez blessé du Space Marine sur du 3+, et n'importe quelle autre petite unité d'infanterie en du 3 sur du 2+, ce qui est assez fort. Vous avez aussi des stratagèmes plutôt violents, un qui fait +1 dégâts, mais en fait ça ne marche que sur des corsaires Voidscard. Donc en fait le combo c'est les corsaires Voidscard, c'est 160 points les 10, vous mettez Iriel là-dedans qui va vous coûter de mémoire 95 points, donc vous êtes déjà à 255 points. Vous prenez l'amélioration pour avoir lance qui vous coûte je crois au moins une vingtaine de points. Vous êtes sur un pack à quasiment 270, 280 points. Et pour un PC, vous allez avoir des armes énergétiques qui tapent dégâts 2, sauf que vous avez dans votre armée déjà vous avez des Banshees qui sont déjà anti-infanterie et dégâts 2, donc en fait pourquoi pas juste prendre des Banshees qui coûtent beaucoup moins cher, et Iriel vous pouvez le prendre, mais à mon avis moi je le prendrais plutôt pour faire une arrivée précipitée, c'est un petit socle facile à placer, et à votre tour il va juste aller charger un truc et le dégommer avec ses dégâts 3 et son volume d'attaque, force 7, PA-3, dégâts 3, lance, je pense que c'est déjà très bien comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça. Ce détachement est fort, hein, il a plein de choses, je dis pas qu'il est mauvais, mais je pense pas qu'il soit complètement pété. Donc évidemment, l'avenir nous dira si c'est n'importe quoi ou pas. Peut-être que les joueurs Eldar extrêmement forts arriveront à faire des victoires pas possibles avec ce détachement. Il y a quand même de bonnes armes dedans, mais c'est une armée où il y a quand même beaucoup de choses qui ne ciblent que vos unités corsaires. Et le problème, c'est que vos unités corsaires, c'est pas celles qui vont profiter le plus de tous ces bonus et de toutes ces choses, parce que même si elles sont intéressantes, on est quand même plutôt sur des petites pièces de harcèlement, des petites pièces de scoring et des petites pièces de protection de votre armée que des pièces vraiment majeures, impactantes. C'est pas Fuegan et des dragons de feu, c'est pas un pack de Banshee avec Jainzar. On verra bien comment ça se joue, mais en tout cas je pense que si vous jouez avec vos amis, pour le fun, ça vous permet juste de faire une armée thématique qui va être cool sur la table. Et pour récapituler sur le détachement Votann rapidement, alors c'est pas une armée que je joue, mais c'est une armée que j'ai vu jouer pas mal. En fait le problème c'est que c'est un détachement qui remplace votre règle d'armée, mais du coup elle vous donne pas de règle de détachement. Elle vous donne une autre manière d'utiliser votre règle d'armée qui est certes plus flexible, parce que la règle d'armée Votann apparemment c'est quand même un peu compliqué. Le côté yield points, en fait on passe toujours au tour 2 ou 3 dans la posture de je suis en -1 pour être blessé, et on n'arrive quasiment jamais à retomber en dessous de cette posture là pour être en +1 touche, ou alors on n'arrive jamais à aller sur les objectifs et on est tout le temps en +1 touche sur les objectifs. Donc bon, je sais pas, enfin on est en posture agressive au lieu d'être en posture défensive toute la partie. Là vous avez le choix, vous pouvez changer, donc je pense que c'est bien, c'est réactif, mais du coup vous avez pas de règle de détachement. Donc est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir juste un autre détachement qui vous donne une règle d'armée que vous pouvez quand même bien utiliser, qui vous donne des bonus, et en plus une règle de détachement qui vous donne d'autres bonus. Le détachement est pas mauvais, il a un peu de tout, il a des bons outils, mais je suis pas persuadé que ça soit la meilleure manière de jouer du Votann. Maintenant, à tester, à mon avis, c'est plutôt fun. Je vois pas trop le sel narratif de celui-là. C'est des mercenaires Votann qui s'allient à d'autres trucs, mais du coup, on représente pas le fait que c'est des alliés, on représente juste que c'est des mercenaires qui défendent quelque chose. Bon, je suis pas super convaincu, c'est pas forcément un truc dont on avait entendu parler tant que ça dans le lore avant, donc bon, je sais pas. Ouais, celui-là me parle beaucoup moins, mais bon, je suis pas joueur Votann. Et enfin, pour le détachement Orc, si je dois récapituler, moi je le trouve extrêmement décevant. Vous êtes sur un détachement flibustier qui ne vous permet pas d'avoir un personnage qui rejoint des flibustiers, du coup, les flibustiers étant les flash gits, les frimeurs. L'amélioration qui donne la capacité à un personnage de rejoindre des frimeurs, elle est dans un autre détachement. Il fallait la remettre ici, pour vous faire un capitaine pirate qui rejoint des frimeurs, où il fallait avoir un addendum qui dit, dans ce détachement, vous avez le droit d'adjoindre une figurine qui a le mot-clé mec à une unité de frimeur, ou à 2 unités de frimeur, ou 3 unités de frimeur, peu importe, mais il fallait faire un truc rigolo. La règle de détachement est
pourri, mais vraiment pourri. Gagner touche soutenue 1 quand vous êtes sur un objectif ou quand vous attaquez sur un objectif, cet objectif étant désigné au début du round, bon bah c'est débile, c'est-à-dire que au premier tour vous allez dire bah ok bah c'est celui-là, votre adversaire il va juste aller chercher les autres objectifs de la table. Au tour 2 vous allez dire bah maintenant que je suis sur cet objectif-là, je vais me donner touche soutenue 1 sur l'unité qui est là sur cet objectif. Donc vous avez touche soutenue 1 sur une unité qui va tirer une fois sur un truc. En or que le tir il faut multiplier pour que ça marche, hein. Donc là ça fait que dalle. Et puis quand vous voulez aller attaquer un objectif de l'adversaire, vous le déclarez en début de battle round. Si vous êtes joueur 2, bah, l'adversaire il va juste se barrer de l'objet, hein. Il aura mis un sticky objectif ou un truc, ou il va aller tenir 2 autres objets ailleurs, il s'en va, et comme ça vous aurez jamais votre bonus. La règle est pourri, vraiment pourri, je pense que c'est une des pires règles de détachement qui existent dans le jeu, parce que même en admec où on a la capacité de choisir, enfin il y a un détachement où on choisit un objectif pour avoir une relance des 1 pour blesser sur cet objet, ce qui est déjà pitoyable, au moins vous avez un strata pour en choisir un deuxième, et puis vous choisissez cet objectif à votre phase de commandement. Là c'est au battle round, et c'est un seul, il n'y a pas de strata pour en choisir un autre, c'est nul. Par contre, c'est rigolo. Là, pour le coup, moi je vais le jouer ce détachement parce que je pense qu'on va bien se marrer. On a plein de petites améliorations marrantes, notamment un truc avec des bioniques qui va sur un médico ou sur un big mech où vous choisissez aléatoirement le bonus que ça vous donne. Ça, je trouve ça très rigolo. Vous avez un redéploiement, ce qui est très marrant aussi parce que vous pouvez utiliser vos commandos pour faire un vieux pack de 10 en infiltré qui bouche l'adversaire et puis pouip, les redéployer pour les remettre ailleurs à la fin du déploiement. Vous avez un truc pour ignorer le couvert, vous avez des stratagèmes plutôt cool aussi, des relances des blessures, vous avez un truc débile, donner la règle déflagration aux armes de tir d'une unité orc. Ça veut dire que vous pouvez avoir 20 boys avec des shootas qui ont la règle déflagration, donc si vous êtes à 9 pouces, faites 3 tirs, plus déflagration, vous tirez dans un pack de 20, vous avez par boy orc 7 tirs. Ça vous fait 140 tirs sur l'unité de boys, c'est complètement débile, mais ça fera 4 Space Marine morts, hein, mais c'est très amusant quand même sur le principe. Vous avez la possibilité de faire une deuxième WAG aussi, qui est au top, si vous êtes sur votre objectif désigné. Bon, il y a des trucs marrants, mais le détachement est juste pas bon, hein. Voilà, il est pas compétitif, il est pas intéressant. Je serais extrêmement surpris si quelqu'un arrive à performer avec ce truc, ou alors il a vu quelque chose que moi j'ai loupé. Voilà en tout cas pour ces sorties, donc à mon avis on risque d'avoir, on est vraiment dans le power creep de fin d'édition, hein. Là il n'y a pas de question, entre l'Ectan sous-costé pour ce qu'ils font, le Necrozor Amentar qui a toujours pas pris les 25 points qu'il devrait prendre vu le profil qu'il a, entre le détachement Red Corsair qui est quand même extrêmement fort. Bon, ils ont quand même empilé les trucs là, ça commence à se voir vraiment, c'est un peu dommage parce que toute l'édition elle a été relativement bien équilibrée. Il y a eu évidemment des trucs qui ont sauté à droite à gauche, mais globalement c'était pas trop mal. Là on voit quand même que voilà, c'est moins testé, hein. Il y a moins de tests, il y a moins de réflexion et les correctifs n'arrivent pas assez vite, hein. Là il est clair et net, vous regardez la liste de qui a gagné les derniers tournois, les derniers GT, c'est que du Necron avec des Ctan, c'est pas toujours le détachement Ctan, mais c'est que des Necrons, c'est vraiment majoritairement des Necrons parce que c'est odieux comme figurine à gérer sur la table pour le coup en point, le fait qu'on puisse en prendre autant et que ça soit aussi résistant, ou en tout cas que vous ayez au moins 2 de ces énormes pièces qui tapent si fort, qui tankent si bien avec autant de PV, l'invulnacat et tout, c'est très très compliqué pour plein d'armées, et donc évidemment c'est un peu trop peu cher, ou il manque une restriction de pas plus de 1 ou 2 Ctan par liste, parce que ça devrait être des trucs épiques. Il n'y a pas d'armée Necron qui amène 5 échardes Ctan sur la taille d'une bataille de 40 000. On n'a pas envie d'enlever le fun des gens, mais quand on est sur des pièces comme ça, on peut pas, soit il faut les surcoster, enfin voilà, ça devrait pas être la meilleure manière de jouer, parce que c'est extrêmement frustrant sur la table pour les gens qui les affrontent et qui n'y sont pas préparés. Maintenant il nous reste encore quelques sorties, hein. On a un Prime Tyrannide avec du coup peut-être des détachements Tyrannides, on a un Berserk Votann avec peut-être un détachement Votann avec, on a des personnages Tau aussi qui ont été annoncés, donc peut-être des détachements Tau qui en ont bien besoin, donc on verra, est-ce que ces sorties et ces détachements pareil explosent tout ou pas. Bon, c'est très bien que Games Workshop redonne du plaisir de jeu en ressortant des trucs fun comme ça et en redonnant un peu de place à certaines figurines qui étaient plus trop jouées, mais en même temps là ils sont allés vraiment trop loin sur certains trucs. Bon, l'avenir nous dira comment ils équilibrent ça et qu'est-ce qui reste comme ça en V11, puisque la V11 devra arriver d'ici pas très longtemps. On va terminer maintenant avec ce que j'ai peint. Évidemment, comme j'ai joué tout samedi, tout dimanche, j'ai pas pu faire grand chose. J'ai peint juste les 10 Seras que je vous avais déjà montré quand elles étaient en cours de peinture. Voilà, c'est pas mes plus réussis, je les trouve pas mal, mais voilà, j'ai dû aller un peu vite pour être sûr qu'elles soient prêtes
pour le tournoi de samedi, et honnêtement j'en ai déjà peint 20, j'ai de forts soupçons sur le fait qu'elles soient refaites en V11 comme les Cabalites, parce que les figurines sont trop petites, les socks sont trop petits, à mon avis on aura droit à une refonte, et donc je me suis pas acharné dessus non plus, et pour l'instant c'est tout ce que j'ai fait. Maintenant j'ai mis la main sur un énorme stock de trucs Drukhari aussi, un collègue de l'assaut qui en revendait un paquet, donc j'ai des Cérast, plus de Hélion, plus de Talos, plus de Chronos, y compris une vieille figue en métal qui est vraiment très cool, le vieux Talos en métal, que je vais décaper, repeindre, parce que juste pour le fun, il est sympa. Voilà, et puis j'ai aussi chopé un bombardier. Le bombardier, à mon avis, sera plus là en V11, je pense que les aérodynes vont dégager, l'avenir me fera peut-être mentir, mais à mon sens, Games Workshop n'a plus envie de les voir dans le jeu, et donc il sera peut-être plus jouable, mais au moins j'aurai cette figurine qui servira peut-être de décor, ou voilà, de pièce de jeu, on verra bien, mais ça peut être quand même sympa d'en avoir un dans la collection, juste pour l'historique, et puis pour la fin d'édition, pour de temps en temps sortir un truc plus rigolo, ça peut être marrant. Bref, je vais m'arrêter là, j'arrête de vous embêter avec tout ça. Si vous voulez plus de détails sur les détachements, les sorties, les machins, j'ai fait des vidéos là-dessus la semaine dernière, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours deux manières. Vous pouvez faire vos courses, acheter ces petites précommandes AOS ou autres via MyHobbyPlace, vous avez le lien dans la description, ça vous coûte moins cher que chez Games Workshop, en général moins 15 à moins 20%, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, moi ça me reverse une petite commission qui vous coûte pas plus cher, mais moi me permet de faire ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, là vous soutenez directement les rapports de bataille, vous soutenez directement les analyses de codex, ça sert à payer le travail que fait Nico dans le montage de toutes ces vidéos-là, puisque c'est là-dessus qu'ils m'aident, donc merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, n'hésitez pas à les rejoindre si c'est comme ça que vous voulez contribuer, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!